Ce matin, nous recevons Philippe Juvin, qui est député LR des Hauts-de-Seine. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour, monsieur Et Juvin. chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Je le rappelle systématiquement parce que nous allons beaucoup parler de santé, évidemment avec vous. Ça vous tient à cœur et nous aussi. Premier conseil des ministres hier, Michel Barnier, qui est de la même famille politique que vous le connaissez bien. Vous l'avez affronté lors de la primaire LR, a invité les membres de son équipe à être modestes et irréprochables. Il leur a demandé d'avoir du respect pour tous les partis politiques, le RN et LFI compris. Est-ce que vous soutiendrez sans état d'âme le gouvernement Barnier ? Ça dépendra de la ligne. Moi d'abord, vous avez devant vous le député LR qui a le plus travaillé au principe d'une coalition. Depuis 2 ans, je dis qu'il faut que les hommes et femmes de bonne volonté travaillent ensemble. Donc moi, cette idée de gouvernement, de coalition ou d'union, comme vous voulez, ça me va. Maintenant, ça c'est la question du casting. Ensuite se pose la question de la ligne politique. Et la ligne politique, c'est ce à quoi nous jugerons le gouvernement. Par exemple, les premières déclarations des uns et des autres sur l'augmentation des impôts me font un peu trembler. Moi, je ne suis pas élu pour trahir ma parole vis-à-vis des électeurs. Je pense qu'il ne faut pas augmenter les taxes ni les impôts. La France, c'est déjà quel que soit un enfer fiscal. Quel que soit celui, celle ou l'entreprise concernée. Mais quand on commence à dire on va augmenter de façon ciblée et temporaire les impôts, on a l'habitude en France. L'impôt par exemple la CSG, quand on l'a créé, c'était 1,1%. Maintenant, c'est 9,2%. La TVA, quand elle a été créée, c'était seulement pour les grandes entreprises. Maintenant, c'est pour tout le monde. Les impôts transitoires et ciblés, très rapidement, ils deviennent durables et élargis. Donc, je suis très méfiant et je pense que c'est une grande erreur d'augmenter les impôts et les taxes. Et ça, je m'y opposerai à l'Assemblée nationale. Pour qui que ce soit. Mais vous savez, si on commence à dire aussi, on va augmenter les impôts pour les riches. C'est quoi les riches ? C'est 4 000 € par mois, comme M. Hollande le disait ? Les riches, ce sont ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Vous savez qu'il n'y a que 42% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Est-ce que quand vous payez l'impôt sur le revenu, vous êtes riche ? Donc, encore une fois, nous n'avons pas été élus pour augmenter les impôts et les taxes. Nous avons été élus... Donc, on augmente les impôts, on n'augmente pas les impôts. C'est votre position, quelle que soit la richesse du Français et d'un Français. Écoutez, oui, je vous le répète, ma réponse elle est oui. Pourquoi ? Parce que la France, c'est le pays de l'Union européenne où les impôts et les taxes sont déjà les plus élevés. Et il y a un effet pervers. Parfois, quand vous augmentez les impôts, en fait, vous observez une diminution du rendement de cet impôt. Tout simplement parce que souvent les plus riches, comme on dit, ils sont mobiles et ils sont très bien conseillés au plan fiscal. Et donc, vous avez des exemples de taxes dont le taux a augmenté, mais dont le produit a baissé. Donc, c'est une erreur. Donc, Philippe Juvin, si dans le budget, il y a des augmentations d'impôts prévues pour les plus riches, vous ne voterez pas. Ben, ça me paraît difficile, puisque j'ai toujours écrit et dit le contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous ne voterez pas le budget ? Oui, mais oui, je vous le répète, je ne peux pas voter un budget qui a des augmentations des impôts et des taxes. Enfin, je disais ça, je l'écrivais il y a encore quelques semaines, pourquoi voulez-vous que je change ? Je pense que pour réduire la dette, qui est un vrai sujet, là pour le coup, Barnier a évidemment raison. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais d'abord, il faut travailler plus. La France est le pays d'Europe où on travaille le moins en moyenne. Il y a des gens qui travaillent énormément, vous en êtes, et il y a des gens qui ne travaillent pas du tout. Deuxièmement, il faut dépenser moins. Nous sommes le pays de l'Union européenne qui a la dépense publique la plus élevée. Et, pardon, il faut aussi dépenser mieux. Cette dépense publique, elle n'est pas bien utilisée. Nous avons tous des exemples de dépenses publiques qui sont mal utilisées. Je vais revenir sur... Il faut débureaucratiser, il faut décentraliser. Oui, je vais revenir sur la... Oui, je sais que c'est votre credo aussi. Bah oui, c'est assez simple. Moi, je vais vous dire, quand j'ai pas d'argent, j'essaye de dépenser moins. J'essaye de dépenser moins. Voilà. Et vous faites pareil. Quand dans votre budget, à la fin du mois, il vous manque de l'argent, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites à votre patron, il faut m'augmenter ? Vous augmentez les impôts ? Non. Est-ce que ce gouvernement Barnier, c'est une alliance de perdants ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, parce que... Non. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité. Voilà. Oui. Donc il faut créer une majorité. Et nous avons eu raison de le faire. Et Michel Barnier a eu raison d'essayer de rassembler les gens. Ce que je regrette, c'est que cette alliance ne soit pas allée vers des socialistes raisonnables, à part M. Migaud, mais qui est un peu seul et isolé. Mais c'est ainsi, les gens n'ont pas voulu participer. Michel Barnier a été commissaire européen, j'ai été député européen. Oui. Dans l'Union européenne, l'absence de majorité absolue au Parlement européen, c'est la règle. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
on fait ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en France, c'est-à-dire des coalitions. Et Barnier a raison de le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, vouloir se dire le gouvernement n'est pas légitime parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, c'est idiot, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Donc, c'est bien de faire de la coalition. La vraie question, c'est la ligne politique. Pourquoi n'êtes-vous pas ministre de la Santé ? Ça, il faut le demander à M. Barnier. Il a trouvé des gens probablement beaucoup plus qualifiés que moi et disponibles et capables. Vous étiez prêt, pourtant, pour le poste. Écoutez, je veux dire... Est-ce qu'il vous l'a proposé ? Non, il ne m'a rien proposé du tout. La question... Vous auriez aimé devenir ministre de la Santé ? J'avais quelques idées. Je sais. Et ces idées, je vais les proposer avec ma casquette de député. L'Assemblée nationale peut reprendre un rôle qu'elle avait peut-être perdu dans sa force de proposition. Sur les questions de santé, mais aussi sur les questions budgétaires. J'appartiens non pas à la commission des affaires sociales, qui est la question de la santé, la commission de la santé, j'appartiens à la commission des finances. Et c'est pour ça que ces questions d'impôts m'inquiètent un peu. C'est pour ça que vous tenez à rappeler votre position, oui. Et vous êtes ferme sur l'augmentation des impôts. Il n'est pas question de voter un budget dans lequel on augmente les impôts. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une paresse intellectuelle d'augmenter les impôts. Face à un déficit immense dont Barnier hérite, la solution de facilité de Bercy, c'est de dire « Ah ben voilà, monsieur le Premier ministre, on a une idée géniale, on va augmenter l'impôt machin ». L'augmentation des impôts, ça se paye cash. Ça se paye cash parce que derrière, ça appauvrit. L'impôt, ne croyez pas que ça enrichisse. L'impôt, ça appauvrit, ça tue la compétitivité, ça tue l'attractivité et ça détruit des emplois. Est-ce que vous demandez au gouvernement, on va parler de santé, Philippe Juvin, est-ce que vous demandez au gouvernement de revoir l'AME ? L'aide médicale d'État, je le rappelle pour vos auditeurs, c'est une aide qui permet aux étrangers en situation irrégulière de se soigner. Vous savez, si vous avez un étranger en situation irrégulière qui se casse la jambe devant l'hôpital, la jambe cassée là, on me l'amène aux urgences, vous croyez qu'il faut le soigner ou pas ? Mais évidemment, il faut le soigner. Oui. Comment on fait ? Eh bien, on le soigne, ça coûte de l'argent, c'est l'aide médicale d'État. Donc, il faut avoir un dispositif comme l'aide médicale d'État. La question, c'est est-ce que le champ d'application de l'aide médicale d'État est trop large ? Donc on revoit ? Je pense qu'on peut le revoir. Par exemple, je vous donne 2 ou 3 exemples. Au bout de quelques mois, un étranger en situation irrégulière peut bénéficier de la pose d'une prothèse d'épaule. Oui. Peut bénéficier de gastroplastie ou d'intervention chirurgicale pour maigrir. Est-ce que ça doit être remboursé par les impôts des Français ? Ça, je ne le crois pas. Donc il faut réduire l'aide médicale d'État, mais dire qu'on va la supprimer, c'est absurde. Il faut évidemment soigner tout le monde. Et comment avez-vous reçu la première déclaration de la nouvelle ministre de la Santé ? Je ne ferai pas de miracle. Je ne suis pas une fée. Je ne ferai pas de miracle. Mais vous en faites des miracles, vous, à l'hôpital, tous les jours ? Non, vous savez, les miracles... J'avais un vieux patron qui me disait, quand un patient vous demande si un miracle est possible, répondez-lui oui, parce que c'est la définition même du miracle. Oui. Le miracle, par définition, peut toujours arriver. Sauf que il arrive assez rarement. Donc, c'est probablement un peu maladroit ce qu'on attend de la ministre de la Santé, mais je comprends ce qu'elle a voulu dire. Ce sont des décisions qui consistent à faire en sorte que l'argent qui est payé par les Français pour la santé publique, elle aille vraiment aux soins. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui ne va pas aux soins. C'est ça la grande réforme qu'il faudrait faire. La deuxième réforme, c'est qu'on ne forme pas assez d'infirmières et de médecins, mais il faut former plus d'infirmières et de médecins. Et enfin, il y a le troisième sujet qui est celui de la prévention. La prévention, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait des années qu'on prétend vouloir en faire et qu'on n'en fait pas. Et quand vous prévenez les maladies, eh bien, vous avez, par définition, une population moins malade et puis moins de dépenses pour la puissance publique. 6e ministre de la Santé en quelques années, là, il y a une valse. Tournée manège, oui. Oui, c'est tournée manège, le ministère de la Santé. Plus que jamais. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que les ministres tournent. Mais nous avons aussi un mode de financement de la sécurité sociale qui se vote année par année. Oui. Et ça, c'est contradictoire avec l'objectif, par exemple, de prévention. La prévention, c'est quelque chose que vous devez faire sur de très nombreuses années pour que ça soit utile et efficace. Or, chaque année, on revote un budget. Moi, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à un financement pluriannuel de la santé. Qu'on ne remette pas tout en cause chaque année. Les professionnels de santé ont besoin de vision et de visibilité et de durée. Et il y a des lois de dépenses pluriannuelles, par exemple pour la défense. Oui. Il faudrait qu'il y en ait pour la santé. Comme pour la défense. Absolument. Bien. Dites-moi, j'ai écouté les premières déclarations de la nouvelle ministre, Madame Darrieussecq, accès aux soins et prévention. Ces axes majeurs. Bon, là, vous êtes assez d'accord. Non, mais elle a évidemment raison. Bien.
Vieillissement, une loi 3e âge indispensable? Alors c'est indispensable, mais là aussi, il faut s'intéresser à la prévention. Oui. Et je vais prendre 1 minute pour vous expliquer cela. On a montré que plus de la moitié des maladies d'Alzheimer pourraient être évitées si on agissait en amont. Oui. Quand vous soignez l'hypertension artérielle, quand vous soignez l'hypercholestérolémie, par exemple, eh bien vous diminuez l'incidence des maladies d'Alzheimer. Donc, lutter contre la maladie d'Alzheimer, c'est d'abord faire de la prévention. Alors, et c'est vrai que le jour où on aura un médicament miracle, mais on en est très très loin, pour la maladie d'Alzheimer, eh bien, la question, par exemple, des EHPAD ne se poseront plus. Vous savez que le nombre de personnes âgées dépendantes va doubler d'ici 2050. Ça signifie qu'il va falloir doubler quasiment le nombre d'EHPAD. Eh bien, ça ne sera pas à faire, heureusement, si on arrive à diminuer le nombre de malades. Donc là aussi, c'est un problème de prévention. La fin de vie. Je sais combien vous vous êtes engagé sur ce débat. Faut-il reprendre les discussions? Écoutez, je crois pas. Je pense que c'est pas la priorité. Je vous donne un chiffre pour que les gens l'aient en tête. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de soins palliatifs, dans un cas sur 2, vous n'avez pas accès à une unité de soins palliatifs ou à des soins de soins palliatifs. Et donc la priorité des priorités pour la fin de vie, c'est de faire en sorte que les soins palliatifs soient disponibles pour tout le monde. Et relativement tôt, parce qu'on ne sait pas que les soins palliatifs, quand vous les mettez en œuvre plusieurs mois avant ce qu'on met aujourd'hui en œuvre, c'est-à-dire au dernier moment, eh bien vous augmentez l'espérance de vie et la qualité de Donc on ne reprend pas la discussion sur le projet de loi. Je n'y suis pas favorable. Simplement, on essaie de développer les soins palliatifs en France. On essaie de faire ce qu'on aurait dû faire depuis 20 ans, parce qu'il y a une loi soins palliatifs qui a une vingtaine d'années et qui n'est toujours pas appliquée. Il y a encore des départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. La santé mentale, vous avez entendu Michel Barnier, grande cause de l'année 2025. Je regardais ce chiffre qui m'a effaré. 1/3 des postes de praticiens hospitaliers en psychiatrie sont vacants. Il a absolument raison, Michel Barnier. Il y a une augmentation des maladies mentales en France et en même temps il y a une diminution des moyens qui sont alloués. Mais je vais vous donner un deuxième chiffre. Je crois qu'un quart des psychiatres qui exercent aujourd'hui en France sont des psychiatres retraités. Donc on voit bien que le système tient grâce aussi à des expédients, dont le recours aux médecins retraités. Ce qui signifie qu'il faut doubler, Monsieur Bourdin, le nombre de médecins en formation, doubler le numerus clausus, et pas faire des petites toilettes en disant j'en prends 10 ou 15% en plus. Les Anglais ont doublé le numerus clausus l'année dernière. Oui, avec le nombre de patients en psychiatrie qui a été multiplié par 2 ces 20 dernières années. Bien sûr, avec une accélération depuis le Covid qui est très claire, mais il y a d'autres sujets que la maladie mentale. Par exemple, les cancers des sujets jeunes. On observe depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis 10 ans plus exactement, une augmentation des cancers entre les 30 à 50 ans. C'est quand même incroyable. Donc pourquoi il faut les détecter tôt, mieux les traiter. On observe aussi une augmentation de la mortalité infantile avant 1 an. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne, enfin de l'OCDE, avec une augmentation de la mortalité des enfants. Elle baisse partout sauf en France. Là aussi, il faut s'y intéresser. Bien. Philippe Juvin, vous parliez de débureaucratiser l'hôpital public. Comment ? On supprime des postes? Que fait-on? D'abord, débureaucratiser. Il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. Il y a autant d'administratifs à l'hôpital public que de médecins, en équivalent temps plein. Donc il faut commencer par dégraisser le mammouth et regarder supprimer des postes. D'abord des postes administratifs et faire en sorte qu'il y ait plus de postes au contact des malades, de soignants, et moins de postes dans l'administration. Il faut aussi donner des outils modernes. Vous voyez, moi je suis frappé de voir le temps qu'on passe devant nos ordinateurs, qu'on passe à faire de la paperasserie. L'hyperadministration, non seulement elle coûte cher, mais elle crée aussi de la norme. Et elle crée aussi de la réunionnite. Nous avons besoin, en fait, de temps devant les patients et pas de temps dans des bureaux. Il faut plus de fonctionnaires devant les utilisateurs, dont les patients à l'hôpital, et moins de fonctionnaires dans les bureaux. Quelles sont les récriminations que vous entendez aujourd'hui au quotidien? Vous êtes à l'hôpital, on n'est pas bien payé, on travaille trop. La récrimination principale, c'est que il y a des lits fermés parce qu'il manque des infirmières. Donc il y a des interventions chirurgicales qui sont repoussées. Je sais dans tel département que je ne vais pas citer pour ne pas les mettre en difficulté, il n'y a plus que 4 pédiatres qui se battent en duel dans tout le département. Donc l'offre de soins. Et puis enfin, nous n'avons pas suffisamment de temps à consacrer aux patients,
nous courons d'un patient à un autre. Et la question de la qualité, évidemment, est très hétérogène. Vous savez, la grande inégalité de santé, c'est qu'il y a... Vous savez, Monsieur Bourdin, moi, je sais où me faire opérer, pas vous. Mais surtout, je sais où ne pas me faire opérer. Et ça, vous ne le savez pas. Elle est là, la grande inégalité de santé. Bien, Philippe Juvin, je vais revenir sur les problèmes financiers avec la réforme des retraites. Apparemment, il serait envisagé d'aménager la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut toucher à la réforme des retraites ? D'abord, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, aménager. Oui, moi non plus, mais nous attendrons. Donc nous attendrons. Vous savez, il faut toujours voir. Deuxième point, est-ce que... Je vous l'ai dit au début de l'interview, je pense que nous ne travaillons pas assez en France. Quand vous comparez, c'est pas que je pense, d'ailleurs, c'est une observation, quand vous comparez la France aux pays voisins, tous nos pays voisins ont un âge de départ à la retraite qui est plus tardif que le nôtre. Et enfin, le troisième point, le système par répartition est un système qui, du fait de la vieillissement de la population, n'est plus suffisant pour assumer les retraites. Les retraites expliquent la moitié du déficit public en France, enfin de la dette, la moitié. Donc il faut probablement, à côté de la technique de répartition, créer ce qu'on appelle des systèmes de capitalisation collective qui permettent d'assurer que les retraites seront bien payées. Aujourd'hui, un agent de catégorie C de la fonction publique territoriale qui est né après 1981, c'est-à-dire une grande partie des agents de la fonction publique, avec le système actuel sans réforme, partira à la retraite avec une retraite inférieure au taux de pauvreté. On ne touche pas à la réforme votée ? Si, il faudra y toucher, mais probablement pas dans le sens qu'un certain nombre de gens souhaitent. Moi, je pense qu'il faut travailler là, plus vous avertissez, là, le gouvernement, enfin, vous avertissez. Tout le monde le sait, en fait. Que vous dites au gouvernement ce matin, ne touchez pas à la réforme, ne touchez pas à l'âge de départ fixé à 64 ans, ne touchez pas à la structure même de cette nouvelle réforme. Non, je vous dis presque le contraire. Je pense qu'il faut que l'âge de la retraite soit reculé. Je pense qu'il faut... plus de 64 ans. Absolument. Je pense qu'il faut créer une dose de capitalisation collective, en plus de ce système par répartition. Et je pense qu'il faut dire la vérité aux Français, c'est qu'aujourd'hui, un jeune Français qui travaille, la retraite par répartition ne lui fournirait pas une retraite correcte. C'est ça qu'il faut, vous savez, il faut dire la vérité. Quand vous dites la vérité, les réformes deviennent possibles, bien sûr. Si vous vous étiez appelé Moussa, Philippe Juvin, vous pensez que vous auriez été professeur de médecine, que vous auriez été député des Hauts-de-Seine ? Alors, il y a évidemment des Moussa, comme dit M. Darmanin, qui sont professeurs de médecine, bien heureusement. Mais Darmanin a raison de souligner qu'il y a encore des plafonds et qu'il y a des discriminations liées à l'origine sociale. C'est un enjeu fondamental. Faire en sorte que la nation reconnaisse que les hommes et les femmes sont égaux en chance, pas en droit à la réussite. Il n'y a pas un droit à la réussite. Il y a un droit à la chance. Oui, je comprends ce qu'il a voulu dire. Chez vous, dans votre hôpital et dans d'autres hôpitaux, vous les connaissez bien puisque vous visitez la France, Philippe Juvin, il y a beaucoup de soignants d'origine étrangère. Alors je n'aime pas réduire les gens à leur origine. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Oui, bien entendu, le système de santé français est un système inclusif qui, probablement plus que d'autres, accueille les gens et est un bon ascenseur social, vous voyez. C'est vrai que quand on regarde la structure d'école nationale d'administration, enfin l'ex-ENA, ou le Quai d'Orsay, on a moins cette impression. Le système de santé français est un système qui participe, qui intègre à l'ascension sociale, et c'est pour ça aussi que je le défends. Et nous avons besoin. Est-ce que nous avons besoin de tout ? Écoutez, je veux dire, à partir du moment où nous voulons faire nation, la nation, disait Renan, est un principe spirituel. Elle ne reconnaît ni race, dit-il à l'époque, ni religion, ni couleur de peau. La nation nécessite que nous ayons des systèmes qui fassent que chacun ait la même chance de réussir. Merci Philippe Juvin d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je rappelle que vous êtes député LR, donc soutien de la majorité, soutien... Avocat de la majorité. Avocat de la majorité, mais vigilant, soutien vigilant. Mais il faut, je vous ai entendu. Mais le député, il est là aussi pour voter des lois, et quand on lui dit qu'on va voter des lois qui ne lui conviennent pas, il est là pour librement dire que ça ne lui va pas.
Merci Philippe Juvin, 8h55. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. Vous retrouvez Patrick Roger juste après les informations. Demain, nous recevrons David Lisnard.